bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, retour sur les notes musicales du Conservatoire de l'Ouest vaudois qui nous présente son rapport d'activité. Ensuite, le musicien et professeur de tai chi et de musique de Saint-Cergue, Laurent Rocha, nous présente le Tao de Papa, un voyage initiatique qu'il partage avec nous en plateau. Enfin, visite d'horizon, une exposition focale à voir au château de Nyon. Alors oui, les musées sont fermés, mais bonne nouvelle, notre caméra vous y emmène. Retour sur les activités artistiques et pédagogiques du COV. L'année 2019-2020 a enregistré de belles notes pour le Conservatoire de l'Ouest vaudois. On en parle avec nos deux invités. Marie-Hélène Piotet, directrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Éric Bieler, président du conseil de fondation du COV, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quel bilan pour l'année académique 2019-2020 ? Eh bien, le bilan est positif. On est étonné d'avoir réussi à garder nos élèves, tout d'abord, et d'avoir pu donner un enseignement de qualité à distance pendant 3 à 4 mois. Vous savez que le dernier trimestre académique a été fortement impacté par le coronavirus. On n'a pas eu de perte d'élèves, on n'a pas eu de perte de motivation, bien au contraire, les professeurs ont donné d'eux-mêmes et se sont beaucoup engagés pour garder le contact avec les élèves. Les élèves ont apprécié de jouer aussi à la maison, devant leurs parents, d'avoir une leçon à domicile, si vous voulez. Et je crois que malheureusement, ce qui nous a manqué, c'est les prestations artistiques, c'est-à-dire les manifestations et les concerts. On va en parler peut-être d'ici quelques instants. Marie-Hélène Piotet, cet enseignement à distance, si vous pouviez en faire le bilan, qu'est-ce que ça a changé dans le fonctionnement du COV ? Cela a permis finalement de découvrir des outils technologiques nouveaux que l'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, que l'on pourrait imaginer utiliser en appoint ces prochaines années, c'est-à-dire mettre sur pied naturellement de l'enseignement présentiel qui reste quand même l'enseignement qu'il faut privilégier parce que le contact humain et le fait d'être près du professeur ou de l'élève est irremplaçable. Mais des nouveaux outils technologiques nous permettent en fait de nous réinventer au niveau de la technique, nous réinventer aussi au niveau de l'approche artistique. Et au fond, ça pourrait être des moyens en fait, qui viennent compléter l'enseignement que l'on a toujours pratiqué. Ouais. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur ce rapport. Lorsque on le découvre, on peut lire que notamment le point positif, c'est la gratuité pour la musique d'ensemble, qui a notamment permis une progression de 3% de vos activités et de 6% pour les activités collectives. Comment l'analyser, Éric Bieler ? Alors ça, c'est une décision du conseil de fondation qui a été prise il y a 3 ans d'offrir la gratuité pour la musique d'ensemble. Évidemment, il faut aussi le financer et nous avons des partenaires, des sponsors et des donateurs qui financent ce genre d'activité. Et ce qu'on peut dire également, c'est qu'il faut un petit peu qu'on se profile ou qu'on se distingue de l'enseignement de la musique qui sont faits par des particuliers à domicile. Si vous êtes élève au COV, vous avez la possibilité de participer gratuitement à la musique d'ensemble, ce que ne peut pas offrir un professeur à domicile. Alors certes, nos cours sont un peu plus chers, mais on a cette offre-là à donner. Les élèves, les musiciens aiment aussi se produire, non seulement en ensemble, mais se produire en public. Ouais, et est-ce que cette gratuité est aujourd'hui remise en question due à la situation économique ? Alors actuellement, elle n'est pas remise en question. Elle pourrait l'être une fois, mais non, on va continuer à offrir ça à nos élèves. C'est vraiment un plus qu'on a au conservatoire. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles qui le font. En tout cas, nous, on le fait. Alors aujourd'hui, vous pouvez de nouveau donner vos cours en présentiel. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui a été mis en place, Marie-Hélène Piotet ? Alors on a la chance d'être assimilés en fait à l'enseignement obligatoire. Donc ça nous a permis en tout cas de garantir l'enseignement présentiel individuel. On a dû faire quelques réaménagements. C'est surtout en fonction des âges des élèves que l'on doit faire des aménagements. Mais au fond, tout ce qui est lié à l'enseignement obligatoire qui va jusqu'à 12 voire 16 ans ne pose pas de problème. C'est à partir de l'âge adolescent, 16 ans, qu'on considère en fait que les élèves
peuvent avoir vraiment un impact plus fort sur la dissémination du virus, que l'on a dû prendre des mesures. Donc certaines activités comme les grands ensembles ou la chorale ont dû être interrompues et suspendues pour éviter justement de se retrouver avec des cas peut-être de contamination qu'on n'a pas eu. On n'a eu aucun cas de contamination d'ailleurs au conservatoire, on était très heureux. Ça nous a évité une quarantaine peut-être forcée. Et ça veut dire que les mesures que l'on a mises en place ont été bien respectées de la part des professeurs, mais aussi de la part des élèves et de leurs parents, et bien respectées. J'imagine une certaine rigueur aussi qui est acquise au COV grâce à vos enseignements. Derrière moi, des images du concert à Thanet. Aujourd'hui, on sait que, enfin pour vous, tout du long, ça a été important justement de pouvoir vous représenter, de vous mettre en avant devant un public. Le fait de ne plus avoir ces événements, ces concerts, qu'est-ce que ça représente ou enlève au COV? Alors d'abord, je vois ces images avec une certaine émotion, parce que c'est des images que j'aimerais pouvoir revivre, enfin des moments d'émotion que j'aimerais revivre. Pour les élèves qui participent à ce genre d'événement, il y a forcément quelque chose de très nourrissant, et on constate que les élèves, quand ils font justement des activités de musique d'ensemble, ils sont toujours plus investis parce qu'ils découvrent le plaisir d'être en groupe, de faire de la musique ensemble et de partager. Et ça leur donne vraiment une forme de volonté après de vouloir continuer à améliorer leur instrument en individuel pour être encore meilleurs lorsqu'ils sont dans le groupe. Donc j'espère qu'on va pouvoir réinitialiser très très bientôt, dès que l'État nous donnera en fait l'autorisation, même avec une jauge de public réduite, des activités. Ce que l'on fait encore, c'est des répétitions à huis clos, des classes d'instruments, c'est une sorte d'auditions qui sont à huis clos. On a acquis une caméra professionnelle et on peut filmer en fait ces activités. On a toujours le plaisir d'envoyer après le résultat aux parents qui sont contents de voir que leur enfant n'a pas démérité, bien au contraire, pendant cette période. Et aussi un avantage de pouvoir se voir et revoir, aussi d'analyser, j'imagine, le geste en musique, ça c'est quelque chose d'important. On peut lire également, si on s'intéresse aux perspectives d'avenir, Éric Bieler, que là vous vous remettez notamment en question, vous questionnez la mission, les valeurs, les enjeux du COV. Quelles sont les questions que vous vous posez pour l'avenir ? Alors tous les 4 ans ou 5 ans, le Conseil de fondation fait un espèce de programme de législature, comme disent les politiciens. Et l'année passée, on a dû un petit peu se contenter de gérer le quotidien avec la crise. Donc on a mis un petit peu de côté les perspectives d'avenir. C'est clair que l'attente des jeunes change un petit peu. La concurrence est très grande. L'attitude des jeunes aussi, ils veulent un petit peu tout et tout de suite, et nous devons un petit peu adapter notre offre à la demande, sans pour autant pénaliser la qualité, bien entendu, puisque vous savez que nous sommes une école FEM, et la FEM non seulement nous distribue de l'argent, mais vérifie également la qualité, et il y a des exigences quant au diplôme, quant au cursus. Alors oui, on va un petit peu essayer de voir si on arrive à trouver des offres attrayantes pour maintenir notre croissance, qui est petite, 4-5% par année, mais elle est continuelle. Ouais, alors on peut lire justement qu'un enfant sur 3 suit un enseignement musical extrascolaire. Marie-Hélène Piotet, à quoi va ressembler la musique d'avenir, c'est le cas de le dire? Alors, on va essayer de proposer des activités qui sont peut-être plus en phase avec justement les développements technologiques qui sont à disposition des enfants. On a envie d'offrir de la musique assistée par ordinateur pour les adolescents, par exemple, pour qu'ils apprennent à utiliser ces outils-là, qui leur permettent de peut-être créer leur premier morceau, bien d'entendre un morceau qu'ils font différemment. Donc ça, on va mettre sur pied. On va mettre sur pied aussi un atelier chanson qui va s'appeler Art Show, pour que les élèves puissent se confronter aussi plus à l'idée du spectacle, toujours sous forme de projet avec une thématique qui serait choisie d'ailleurs par les jeunes en accord avec le professeur qui va les faire travailler. On a un parcours découverte qui a commencé cette année à Nyon avec pas mal de succès. Les enfants ont la possibilité de passer toutes les 6 semaines à la découverte d'un autre instrument, ce qui les conforte après dans le choix qu'ils vont faire. C'est mieux qu'ils fassent peut-être cette démarche-là, plutôt qu'une démarche « j'ai pas envie, je veux commencer un instrument, mais je ne sais pas ». Est-ce que c'est aussi, selon vous, une évolution du genre de la musique classique ?
Alors on est obligé de se retrousser un peu les manches puis de chercher des nouvelles pistes parce que c'est vrai qu'on ne veut pas que la musique classique est finalement une image un peu dépassée et ancienne. Non, la musique classique finalement elle se développe, elle continue à se développer, elle continue à se développer avec tous les moyens que l'on a actuellement. Et puis, la dernière chose qu'on peut dire, c'est que de se retrouver confronté à cette pandémie, ça nous donne aussi des pistes pour faire des portes ouvertes peut-être virtuelles, avec des liens où les gens peuvent entrer en contact. On peut aussi finalement avoir d'autres contacts que ce contact simplement frontal que l'on avait développé tout au long de ces années. Et ça donne peut-être aussi plus de liberté aux parents, parce qu'ils ont moins la liberté, la contrainte de l'horaire, mais plus peut-être la possibilité d'avoir un accès plus grand. Un moment privilégié. Un moment privilégié, ouais. Exactement. Marie-Hélène Piotet, Éric Bieler, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci, merci à pour vous l'invitation. aussi. Merci. Laurent Rochat nous présente le Tao de Papa, un véritable carnet de voyage initiatique que le musicien et professeur de tai chi nous présente aujourd'hui en plateau. Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le Tao de Papa, en quelques mots, que raconte ce livre ? C'est des souvenirs pour mes petits-enfants à la base. C'est un peu ça. C'était une commande de ma fille aînée. Et puis, en l'écrivant, elle a réussi à me convaincre que ça pouvait intéresser, que ça intéresserait à tous les coups beaucoup de monde et qu'il ne fallait pas que je garde ça pour moi. Et donc, j'en ai changé un peu l'écriture pour trouver un rythme plus romanesque, en faisant des concessions aussi un petit peu. Et puis, pour finir, c'est devenu un livre, voilà. Ouais, vous êtes un passionné de musique, donc on peut se poser la question, pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire, non pas en musique, mais de manière écrite ? On se connaît un petit peu, Andrea, vous connaissez à quel point je suis pointilleux en ce qui concerne la musique. La musique, c'est une activité, en tout cas la musique que moi je pratique, qui est essentiellement occidentale. C'est-à-dire c'est vraiment l'expression d'une culture, c'est l'expression de toute une histoire. J'ai foi en la musique occidentale, mais elle ne raconte absolument pas la même histoire que ce qu'il y a là-dedans. Il faudrait jouer de la musique chinoise pour raconter cette histoire-là. Parce que justement, il a fallu vous faire votre place. Vous dites, je suis père de famille, professeur de musique et je n'ai absolument rien à faire avec ce monde-là. Je ne l'ai pas voulu, vous m'avez forcé la main. Ah oui, ça c'est un chapitre particulier. Qu'est-ce qui a fait que vous rentriez finalement dans ce monde-là ? C'est lui qui vous a rencontré, c'est vous qui avez rencontré ce monde-là ou comment ça s'est donc fait ? ça c'est un chapitre particulier parce que c'est vrai que donc ça parle de taoïsme et de mon investissement dans cette sagesse, puisque donc je suis moine et abbé taoïste dans le courant religieux taoïste. Et il y a une partie des enseignements qui me sont que j'ai eu beaucoup de peine à avaler. Entre autres, là il s'agit de chamanisme. Donc j'ai pas été forcé à entrer dans le taoïsme. Dans cette partie-là de l'enseignement, oui, mais non, ça a été une nécessité. Il y avait une crise existentielle et puis moi j'avais eu la vocation sacerdotale quand j'avais 16 ans. J'ai eu pas mal de déceptions à la rencontre. Oui, c'est ce que vous dites, des surprises et des déconvenues. C'était quoi la plus grosse déconvenue ? C'était de trouver du chamanisme là-dedans ? C'était quoi ? Non, la déconvenue par rapport au christianisme ou bien ? Par rapport à toutes vos découvertes, finalement. Ah, alors, donc, oui, quand j'ai voulu rentrer dans la voie sacerdotale, mes enseignants, les gens que j'ai rencontrés, il y avait une exclusion de l'autre qui était assez systématique. Et ma vocation, c'était justement d'aller à la découverte de l'autre et d'ouvrir les bras. Et là, on m'apprenait à les fermer. Et donc ça a été très, très décisif pour moi. Dans le taoïsme, c'est l'ouverture. Par contre, c'est vrai que là, dans cette partie-là particulière du taoïsme, c'est un petit peu le côté négatif du taoïsme, c'est que ça développe des pouvoirs. Et donc, c'est une motivation pour certains pratiquants du taoïsme. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que le développement de ces pouvoirs, ça peut être un empêchement crucial, définitif au développement spirituel. Donc ça, c'est le côté un peu difficile dans le taoïsme. Ils jouent avec des couteaux et quelquefois, ils se coupent avec. Dangereux.
Dangereux. Oui. Vous dites autre chose, c'est Maître Deng, votre futur maître, c'est avec elle que vous allez un peu tout apprendre, que finalement cette rencontre, elle s'est faite de manière tout à fait naturelle. Vous dites, dès son premier regard, je comprends, elle et moi, nous nous connaissons depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? On ne sait pas trop, il y a ce côté mais non, mais un ça peu c'est mystique. vraiment mystérieux, donc pourquoi est-ce que j'étais jusque là-bas? Alors évidemment, il y a des gens qui travaillent sur les vies antérieures, etc. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut d'emblée abandonner parce que ça nous retient à être bien présents là, maintenant, et à vivre ce qu'on a à vivre là, maintenant. Et donc là, ça a été vraiment une grande surprise, en fait. Là, actuellement, il y a eu le Nouvel An chinois. Aujourd'hui, c'était la fête d'un dieu chinois qui s'appelle Tsai Ching-ye. Et puis, elle m'a envoyé des messages. Et ouais, c'est ma maman, c'est ma sœur, elle me connaît très bien, elle sait très bien ce qu'il faut me dire. Enfin, c'est vraiment... Et même physiquement, c'était étonnant. Ouais. Aujourd'hui, de ce voyage, qu'est-ce que vous regardez? J'entends par là, vous-même, vous êtes devenu maître, plusieurs rencontres. Forcément, Laurent Rochat, un occidental qui vit avec Mao Mao. Oui. Mao Mao. Oui. Donc tout ça qui s'est imbriqué finalement dans votre parcours, qu'est-ce qu'il en reste et quelle forme de taoïsme vous êtes devenu ou vous prenez? C'est un mélange de toutes ces histoires, de toutes ces rencontres. Donc, il y a une partie de mon être qui a été faite par le taoïsme, d'accord? Il y a une forme de résilience qui a été possible grâce au taoïsme. Donc, je suis le taoïsme dans une certaine mesure. Et donc, il parle à travers tout ce que je fais, que je sois professeur de musique au conservatoire, sans que j'articule le mot Tao ou quoi que ce soit. C'est un taoïste qui enseigne, c'est sûr. Quand je suis avec mes enfants, c'est un taoïste qui est père. Donc, il est partout. Maintenant, il y a... c'est sûr que... Est-ce que c'était une façon pour vous aussi d'être un bon père? Parce que c'est un livre que vous avez écrit pour vos enfants, une commande. Est-ce que finalement, il y a ce côté-là, le côté d'être maître, mais aussi un bon père? Ah, André, on se connaît depuis quelques temps. Et puis, vos questions, elles me troublent chaque fois. Je trouve qu'elles sont un peu déstabilisantes et en même temps révélatrices. Et je n'avais pas pensé à ça du tout. Mais oui, je pense que je pense que j'essaie d'être un bon père et que peut-être, oui, il y avait cette recherche-là dedans. Merci, Andrea. Ouais. Du coup, votre fille qui a lu le livre, qui l'a commandé, quel est le papa ou quel est le Tao de papa qu'elle a trouvé là-dedans? Est-ce qu'elle a pu vous le dire? Mais je crois qu'elle est très contente parce qu'elle a été encourageante chaque fois. Et je crois qu'elle le connaissait en fin de compte assez bien, ce bonhomme, même si j'ai jamais raconté ces histoires parce que c'était une forme de vie privée, en fait. C'était un laboratoire et puis je leur présentais ce que j'avais trouvé dans le laboratoire, mais je ne leur présentais pas ce qui se passait dans le laboratoire. Voilà. Eh bien, le Tao de papa à la maison, vous pouvez le découvrir. C'est aux éditions Percé. Laurent Rochat, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Andrea. Horizon, c'est le voyage à l'intérieur du quotidien confiné de photographes professionnels. Une exposition de focale au château de Nyon, actuellement fermée, mais bonne nouvelle, nos caméras vous y emmènent. Le thème de cette année, c'était peur et désir. Et je me suis dit que dans chaque chose qu'on désire, en fait, il y a une peur, et dans chaque peur, il y a un désir. Le premier tableau que j'ai fait, c'est celui qui s'appelle Coronavirus. On me voit, moi, avec un masque en papier sur un fond de cheveux. Parce qu'après le premier confinement, je suis allée pour la première fois chez le coiffeur. Mes cheveux avaient horriblement poussé, alors je les avais teints en bleu. Et j'ai récupéré les cheveux. Et puis quand j'ai appris que le coiffeur et son frère qui ont ce salon, ils ont eu vraiment gravement le coronavirus, ça m'a directement conduit sur le corona, ma foi. On travaille chaque fois avec un thème et puis on a différents ateliers avec des photographes professionnels. Cette année, c'était François Cher et Olivier Lovet et Aurélien Gazzaroli qui nous ont suivis, puis ils nous suivent dans notre projet, puis ils nous donnent des conseils de pro. Et puis pour ça, c'est vraiment précieux, je trouve. Ils arrivent à nous conseiller de façon toujours judicieuse pour la mise en forme, la mise en valeur, et puis l'engagement, voilà. Ils nous poussent un peu.
J'ai trouvé que c'était vraiment très très varié et très très différent. Les membres photographes, eux, ont travaillé sur le confinement, ça c'était leur thème. Je présente un travail qui s'appelle Carnet de veille. Je lisais les journaux tous les jours et puis dès qu'il y avait des phrases qui me semblaient intéressantes, amusantes, choquantes, je les découpais. Puis j'assemblais des mots, des petits morceaux de phrases pour en reconstituer des nouvelles, des 5 lignes, 2 lignes, comme des haïkus poétiques ou humoristiques. Et puis je les présente en parallèle de photographies que j'ai faites au quotidien chez moi. Plus on est confiné, plus on a envie de créer en fait. Et puis on crée malgré tout, malgré le fait qu'on ne peut pas vraiment montrer. Pour moi, c'était une évasion. Je pense comme pour beaucoup d'artistes, en même temps, comme beaucoup de monde, on a tous pris conscience qu'on vivait un moment historique. Et je me suis dit, j'en fais quelque chose, je vais m'amuser avec ça, en fait, essayer de créer une nouvelle réalité, une nouvelle lecture de la réalité plutôt. J'ai l'honneur d'être là aujourd'hui dans cette expo confinée. Finalement, c'est les photos qui se retrouvent entre elles, peut-être qu'elles dialoguent pendant qu'on n'est pas là. C'est intéressant de voir un peu comment d'autres ont travaillé avec finalement des sujets imposés à soi, en fait, qu'on a dû réinventer. Finalement, le regard, il n'a pas besoin d'un décor exceptionnel. Je pense que c'est chez soi qu'on peut finalement redécouvrir d'autres choses. Après, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, c'est sûr. On a peut-être envie quand même d'aller raconter d'autres histoires. C'est tout pour cette semaine, mais promis, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures.